Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Geoffroy Vaha, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Boukma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Boukma, bonjour à vous également. Oui, bonjour Président Kaboré, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Pour cette 5e et dernière convocation de la semaine, 2 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la confirmation par le gouvernement de la tentative de déstabilisation avec l'arrestation d'officiers de l'armée. Et en seconde partie d'émission, il sera question du bilan de la transition burkinabé qui a désormais une année à la tête du pays. Et sur ce, je déclare ouvert la 5e convocation du tribunal de l'actualité avec les avant-propos. Juge Boukma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Ce qui retient notre attention, c'est dans le domaine du sport, qui est une discipline qui paraît nouveau au Burkina, qu'on appelle le floorball, où les Burkinabés en Côte d'Ivoire se sont arrachés le sacre du champion hommes et dames, sauf qu'au niveau de la fédération, l'affaire divise, parce qu'il s'est dit que quand ils y étaient déjà à Ouagadougou, il y avait des élections et ensuite le ministère n'a pas donné d'autorisation officielle. Donc la question c'était de savoir est-ce que d'ailleurs le ministère des Sports va reconnaître cette victoire qui a été arrachée de par la volonté des joueurs, de l'équipe d'encadrement et surtout de quelqu'un de nationalité étrangère qui a vraiment soutenu et qui a pistonné pour qu'on arrive à ce niveau-là. Alors, donc s'il y a des éléments de forme, c'est bon de régler. Il peut y avoir des écueils, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des démarches administratives qui n'ont pas fonctionné. Ça peut arriver. Mais quoi qu'il en soit, c'est les champions aussi. Quoi qu'il en soit, c'est le drapeau du Burkina qui a été soulevé. Et surtout pour une discipline, je dis bien, quand on parle de floorball, il y a beaucoup qui entendent, qui viennent de découvrir d'ailleurs à travers cette compétition ou à travers cet élément qui en parle. Donc je dis, j'espère très bien qu'au niveau du ministère des Sports et des acteurs qui sont concernés par cette discipline, ils vont pouvoir se parler pour que ce qui est comme doute, crainte et autres puisse être dissipé, pour que le Burkina qui a commencé très bien dans cette discipline puisse faire en sorte que son étoile brille davantage et plus haut. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Alors, juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Oui, merci Président. Moi, je vais aller au Mali où récemment, il y a eu 2 attaques qui ont été essuyées, notamment par le GSIM, puisque c'est le GSIM même qui a revendiqué ces attaques-là. Ça a une pensée parce que, vous savez, dans les luttes nombreuses dans lesquelles nous sommes, quelquefois on oublie qu'il y a la première question qui est sécurité et le front. Et les gens continuent toujours de tomber, que ce soit ici, que ce soit au Mali ou encore dans d'autres pays qui font face à ce terrorisme-là. Donc on a plusieurs fronts, parce que la lutte aussi, elle est... il y a des vases communicants sur certains sujets qui ne sont pas seulement que militaires. Et là-dessus, c'est avoir une pensée en tout cas pour ces Maliens-là qui, comme beaucoup de Burkinabés, attendent de recouvrir en tout cas toute la sérénité depuis en tout cas des années avec les turpitudes du terrorisme. Et puis il y avait la bonne nouvelle aussi la semaine passée d'un des groupes armée que l'on a su ce sol-là, qui était aussi, je pense, signataire des accords des accords qui avaient été signés en Alger, qui disaient ne pas se reconnaître dans les dernières attaques qu'on avait de façon nombreuse de groupes qui se retrouvaient sur le sol malien. Donc il y a sûrement une diplomatie malienne, je vais dire interne, s'entend, qui est aussi en train de travailler et qui, moi, est en train de donner aussi quelques fruits. Donc on espère pour les Maliens en tout cas qu'ils vont recouvrir plus de sécurité, et c'est une pensée à l'endroit de ces hommes qui sont dans ces parties attaquées. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes bien à la 5e convocation du tribunal de l'actualité, tentative de déstabilisation. Le gouvernement de transition confirme la tentative et annonce qu'elle a été déjouée par les services de renseignement burkinabé et les forces de sécurité. Juge Boukma, ainsi donc la rumeur était fondée. Bon, en tout cas, elle était fondée. Maintenant,
avec ce qui s'est passé, on ne peut plus dire qu'elle n'est pas fondée, parce que c'est des faits. Si on part des faits, c'est qu'elle est fondée. Mais les faits partent d'abord de cette grogne. On avait entendu parler dans les casernes, j'insiste là-dessus parce qu'on a tous entendu ces rumeurs-là. Après, on dit non, il n'y a rien à cirer, jusqu'à ce qu'un média sorte, en parle, et puis bon, le média est menacé, après on dit bon, on dit la boucle, puis c'est fini. Mais après, on appelle des gens pour sortir, pour faire barrage à, comme on appelle ça, à une tentative de déstabilisation. Et donc, ainsi donc, ça paraît vrai. Mais on était en train d'aller. Donc, de deux choses l'une. Soit c'est ce qui était en train d'être préparé, que le média peut-être a exagéré pour dire grogne dans les casernes. Mais pour revenir insister sur un tel fait, cela paraissait vrai. Mais aujourd'hui, effectivement, les choses sont claires. Je parle des faits. Les faits sont qu'effectivement, des gens ont été appelés à sortir pour faire barrage à une tentative de déstabilisation. Les faits, c'est qu'effectivement, après ça, il y a un communiqué du gouvernement qui est sorti. Les faits, c'est qu'après ça, effectivement, il y a le communiqué du parquet militaire qui est sorti avec des détails qui parlent de personnes arrêtées, parmi lesquelles des officiers supérieurs. Donc, quand il y a déjà ça, bon, qui dit officier, dit quelqu'un qui a une troupe qu'il commande. Donc, déjà, on peut penser que... Bon, bref. Et on nous dit, il y en a qui sont aussi en fuite. Et donc, les rumeurs tendent à se confirmer ou se sont confirmées avec les faits que nous avons vus ces derniers temps. Donc, il reste maintenant à la justice de démêler le vrai du faux. Parce que ces faits sont suffisamment graves que incriminer quelqu'un comme ça, cadeau, parce qu'on ne l'aime pas ou pas, ça aussi, ça va relever du cinéma. C'est vrai que nous sommes la capitale du cinéma africain. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du cinéma dans notre espace sociopolitique au quotidien. Mais ces faits, je dis bien, sont suffisamment graves pour qu'on puisse jouer avec. Quand bien même, au Burkina aussi, on a eu des cas de coups d'État qui n'en étaient pas. Des tentatives de déstabilisation qui n'en étaient pas. Donc c'est ce qui fait que les uns et les autres sont enclins à prendre certaines choses avec des réserves. Mais dans notre contexte actuel, où tout peut arriver, où il y a de la fébrilité et un certain nombre de cueils au niveau des choses, et que le commandement sur certaines questions, ils ne sont pas tous alignés, il y a de quoi aussi se poser les vraies questions. Alors, juge Vaha, on en parlait à l'audience de mercredi dernier. Finalement, le gouvernement a communiqué et des personnes ont réellement voulu intenter à la transition du capitaine Traoré. Si. Et quand on voit le parquet près du tribunal militaire de Ouagadougou, il dit que c'est sur la base de dénonciations dignes de foi, faisant état d'un complot contre la sécurité de l'État en cours et mettant en cause des officiers que 4 personnes ont été interpellées. Donc on a des visages, on a des personnes qui sont liées. Et donc on dit qu'immédiatement, c'est une enquête circonstanciée qui a été ouverte pour élucider les faits qui ont été dénoncés et que les investigations en tout cas se poursuivent. On parle même de personnes qui seraient en cabale et tout. Donc on est dans une tentative qui a été déjouée. Maintenant, quelle en est l'ampleur? Bernard le disait tout à l'heure, il y avait des révélations qui avaient été faites par des médias parlant d'éléments un peu plus graves, c'est-à-dire que de non, comment dire cela, de dissension au sein même de nos forces armées. Est-ce que c'est vrai? Je pense que le communiqué du gouvernement a coupé court pour dire qu'il n'en est rien. C'est bien pour cela que le média en question a été coupé. Mais avec ce qui s'est passé après, c'est difficile de ne pas s'en rappeler. C'est ça un peu le problème dans ce qui est en train de se passer. Parce que quelqu'un sonne l'alerte sur un élément qui risque d'arriver parce que il y a des brides qui donnent à penser à cela, et puis il y a quelque chose qui arrive un peu dans la dynamique et dans cet ordre-là. Donc c'est difficile de ne pas faire de style de rapprochement et de se dire mais est-ce que ce qu'on disait ce n'était pas si vrai? Bon, étant entendu qu'il y a même des officiers qui sont à l'intérieur, c'est clair qu'aujourd'hui la transition, vous n'allez pas me dire que tout le monde
tout le monde est pour, tout le monde est d'accord. Donc, c'est pas possible. Et puis, on sait ce qui s'est passé quand même. C'est un MPSR 2, il y en avait un MPSR 1. Donc, c'est un coup d'État qui s'est passé dans un coup d'État. Donc, il y a forcément encore des frustrés. Est-ce que c'est des personnes de ce rang-là qui n'ont toujours pas digéré avoir perdu les rênes, ou bien ce sont des frustrations nouvelles? Est-ce que c'est vraiment partagé dans les rangs? C'est beaucoup de questions aujourd'hui que le Burkinabé, les citoyens lambda se posent. Maintenant, il y a l'appel qui est lancé. Ils disent même, au regard de la récurrence des velléités de déstabilisation, que les uns et les autres soient vigilants et qu'il y ait dénonciation dès qu'il y ait des éléments qui nous parviennent. C'est des citoyens lambda que nous sommes. C'est vrai, on a ces derniers temps tellement entendu parler de tentatives, qu'en définitive, quand ça arrive, comme ce qui s'est passé cette semaine-là, vous vous demandez, est-ce que c'est la tentative dont on parlait? Le président, au début, il a dit vous alliez le voir et que ça se ferait en intelligence, il y a des gens qui sont derrière. C'est ça, c'est ceux-là? Ou bien c'est qui? C'est d'autres groupes encore? Parce qu'on parlait de personnes étrangères qui sont impliquées en corrélation avec des nationaux pour déstabiliser. Est-ce que c'est ce groupe-là? Est-ce que Donc, vous vous retrouvez dans des situations où, bon, à la fin, vous dites, bon, est-ce que les gars, la situation elle est si maîtrisée, est-ce qu'on est si sûr que ça? Et c'est pas de nature à rasséréner. C'est ça le problème de ces velléités de déstabilisation. On est déjà fragile. On est dans une situation qui n'est vraiment pas simple. L'économie s'en ressent, et même tous les secteurs. Et si dans cela, on doit passer encore d'incertitude en incertitude, c'est sûr que c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon. Il y a quelques semaines, on avait eu un communiqué du gouvernement qui annonçait également ces velléités avec 3 noms qui avaient même été donnés. Cette fois-ci, on parle de 4 officiers supérieurs et également 2 qui seraient en fuite, mais aucun nom n'a été donné. Bon, je me dis aussi que peut-être c'est toute la prudence. Peut-être qu'il y a encore il y a des ramifications qui feront que peut-être si des noms sont donnés, il y en a qui vont détaler vite fait, ou bien, qui vont commencer à couper tout le cordon pour ne pas qu'il soit lié à quoi que ce soit. Peut-être que c'est la prudence de l'enquête qui fait qu'on ne donne pas de nom. Maintenant, nous on attend aussi de voir. Mais bon, on est dans un pays de savane. Hein. Vous savez, quand vous avez arrêté quelqu'un, il y a ses proches qui vont parler, ça va se savoir. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est une question d'heure. Je pense que les noms, ça va se savoir. Alors, juge Bougma, le juge parle de prudence. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, des noms avaient été donnés, 3 personnes qui avaient été mises aux arrêts et qui auraient reconnu même ces tentatives de déstabilisation. Cette fois-ci, on parle de 4 officiers supérieurs, 2 en fuite, mais aucun nom n'a été donné. Oui, effectivement, aucun nom n'a été donné, sauf sur certaines plateformes où des noms ont été fuités, ou bien des proches qui ont leur... il y a des gens qui ont leurs proches parmi les personnes qui ont été interpellées, donc qui ont été mises aux arrêts. Et donc, ce sont ces personnes-là qui disent, bon, on a un parent parmi le lot. Et ça, par exemple, c'est confirmé. Nous avons un nom qui est confirmé parce que, bon, voilà. Donc, vous connaissez des gens qui disent, ah, c'est X, c'est Y, ça oui. Sinon le reste, ça n'a pas été, à ce stade-là, les noms n'ont pas encore effectivement été communiqués. Maintenant, il y a une question principale, hein. Est-ce que les deux sont liés ou bien chacun était dans son coin en train de préparer son coup? C'est à savoir, parce qu'on a vu en décembre 2021 l'affaire Zungrana, qui a été arrêté pour tentative de coup d'État et tout. Et quelques temps après, bon, on a vu les Damiba qui ont débarqué. Et donc les infos disent que chacun est en train de préparer pour lui. C'est la tentative de Zungrana qui aurait fuité parce qu'il y a eu un problème de discrétion. Et l'homme est arrivé aussi à Ouagadougou en son temps, hein, selon ce que les services de renseignement disent. Lui-même, il est arrivé à Ouaga et beaucoup de ces éléments qui lui sont fidèles, comme par enchantement, se sont aussi retrouvés à Ouagadougou. Donc les uns et les autres ont tenté de faire le lien pour se dire s'il est à Ouaga, il y a beaucoup de ces éléments également qui sont descendus à Ouaga, c'est que c'est pas rien. Mais bon, bref. Et après, on a vu l'autre coup d'État. Donc la question qu'on se demande, est-ce que ce qui s'est passé avec les tout premiers, dont les 3 qui ont été mis aux arrêts et qui ont reconnu leur projet, est-ce que c'est le même projet?
ou bien chacun partait dans sa direction. Ça, c'est une question essentielle à savoir, parce que le communiqué aussi ne le dit pas. En tout cas, le communiqué n'a pas fait le lien. Ce qu'on sait, ce sont les 4 et les 2 qui sont effectivement en fuite. Donc la réalité, c'est quand le juge va démêler tout ça qu'on saura. Peut-être qu'on aura encore, et ça c'est nécessaire, il nous faut certainement un autre communiqué qui situe clairement les choses pour voir est-ce qu'il y a un lien entre le premier lot de personnes arrêtées et le deuxième lot, ou bien c'est 2 projets différents, pour que les uns et les autres puissent situer pour éviter, comme on appelle ça, les rumeurs qui se racontent. Et parlant de rumeurs, le gouvernement qui a appelé les populations à travers son communiqué à la vigilance face aux amalgames sur les réseaux sociaux tendant à impliquer le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina au Ghana. Bon, mais c'est normal, si vous ne donnez pas de nom, les suspicions vont aller bon train sur tout le monde. Et les réseaux sociaux, lorsqu'ils se permettent eux-mêmes de déjà donner des noms, parce qu'il y a des gens qui sont aussi... vous savez, ça c'est depuis Roch Kaboré que cela a connu... L'ancien président, cela a connu vraiment une... comment dire cela ? Son paroxysme. Même pas son paroxysme, ça a commencé à connaître vraiment une adhésion forte. C'est qu'on a commencé à avoir des pôles de personnes qui sont très suivies, mais qui sont aussi très introduites. Et elles ont souvent joué le rôle de certaines chapelles. Et elles ont fonctionné selon certains desseins et selon certaines missions. Et ces personnes-là, elles ont gardé des liens forts avec des gens qui, dans notre appareil militaire, politique ou autre, sont à un stade où l'information qu'ils détiennent est de premier degré. Quand vous avez des gens qui sont comme ça et qui sont usités très souvent pour donner des informations parce que ça arrange, il y a quelqu'un à qui on veut nuire, qu'est-ce que vous voulez? Il se trouve alors plusieurs Burkinabés à les suivre parce qu'avec eux, ils ont des brides. C'est-à-dire que peut-être que la personne vous dit la vérité 2 fois sur 10, mais au moins les 2 fois, ça vous suffit puisque les gens ont tellement soif de comprendre ce qui se passe, ils ont tellement soif d'avoir la vérité, ils ont tellement soif de comprendre, ne serait-ce qu'un peu, ce qui est en train de se tramer. Et donc du coup, ils sont tous alignés sur les réseaux sociaux. Il y a des diseurs de bonne aventure. Il y en a aussi qui, on sent qu'ils ont souvent des informations de première main. Quelquefois aussi, on les utilise en donnant de fausses informations à dessein pour nuire. Et donc, c'est dans ce méli-mélo-là que vous êtes, c'est dans ce gros ensemble-là que vous êtes, et puis vous êtes assis, vous regardez. Et donc, il y a plusieurs pages comme ça qui sont identifiées, et face auxquelles les gens sont très crédules. Et du coup, quand c'est partagé 2 fois, 3 fois, vous avez des noms de personnes qui sont citées et que vous faites un communiqué, vous ne dites pas ceux que vous avez arrêtés, si ceux qui sont cités sont encore avec vous, dont vous êtes sûr de la, de la sincérité dans le rapport et de l'attachement, vous êtes obligé de les disculper pour ne pas que ça crée d'autres choses. C'est peut-être pour cela qu'on nous dit, on ne donne pas les noms, on dit mais ceux-là dont vous parlez, c'est pas eux. Mais donc ça veut dire que ça pêche un peu dans la communication. Ça l'est peut-être plus facile de donner les noms parce que je dis on est dans un pays de savane, vous ne pouvez pas arrêter des officiers et puis dans 2-3 jours les noms ne vont pas fuiter. Ça sera vraiment difficile. Ça sera vraiment difficile. Et donc, peut-être ça crée un climat de suspicion fort. Et puis, dans ce climat, n'oubliez pas l'interview du porte-parole du MPSR. Il disait, parlant de ces cellules de communication là qu'on a sur les réseaux sociaux, il a dit, c'est bien huilé, c'est des gens qui ont la longueur d'avance sur eux, il ne parle du MPSR et donc du régime en place, et qui ont la longueur d'avance dans leur façon de communiquer, prenant des petits bouts dans lesquels il y a des vérités, maintenant sur lesquels il y a d'autres mensonges qui sont introduits de façon insidieuse pour avoir des effets et que eux-mêmes connaissent. Donc il sait que c'est des gens qui sont informés, il sait que c'est des gens qui ont des éléments parfois qui sont vrais. Donc nous qui sommes les citoyens lambda, quand vous voyez, quand le gars il lit, il s'est dit bon écoutez, lui là, d'habitude non, lui là, voici sa page.
lui là seulement, tu vois, il dit la vérité. Mais en temps, ces mensonges sont pardonnés, hein, parce que quand vous dites une vérité qui tombe, tous vos mensonges sont oubliés. C'est comme ça que ça fonctionne un peu sur les réseaux. C'est un peu des auditeurs oubliés de leur propre histoire. Et ils y sont. Mais dans tout ça, nous-mêmes journalistes, c'est quoi notre place? On a abordé le sujet ici il y a quelques jours. On a eu toute la prudence pour enrober nos réponses. Quoique cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de bride. On a des brides d'information. Bon, on a une responsabilité en tant que journaliste qui fait qu'on ne peut pas sortir dire tout et n'importe quoi. Et même ceux dont vous êtes convaincu de la véracité, quelquefois, vous ne pouvez pas le placer sur la table au regard des conséquences, parce que 1 ou de 2, parce que même votre source ne va pas assumer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous, on a souvent, quelquefois, on est même dit, bon, écoutez, vous les journalistes là, ceux-là, ils vous donnent les infos, vous êtes là, vous faites quoi? On fait notre travail, avec toute la responsabilité qui va avec. Donc, je veux dire, pour revenir à ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont des activistes reconnus, c'est pas surprenant qu'on se retrouve dans des situations où on est obligé de clarifier. Parce que, comme je le dis, depuis Roch-Kaboré, chacun a eu ses boxeurs en dessous de la ceinture, qui soit au Burkina, soit très loin du Burkina, mais qui est informé à la minute près de ce qui se passe jusqu'au fond avec des photos, des fois et des vidéos. Il faudrait donc donner impérativement ces cas. Ah oui, mais ça veut dire qu'on a commencé à fonctionner comme ça depuis. Et c'est des personnes qui ont toujours été utilisées et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y en a maintenant qui ont retourné Kazakh et qui sont contre peut-être leurs informateurs même d'hier. Mais comme tout le monde n'est pas en odeur de sainteté, mais les trahisons continuent et les mêmes personnes continuent d'avoir des billes d'information et tenteront de nuire comme ils peuvent. Je pense qu'on a commencé très mal sur ce chapitre-là et on continue aujourd'hui jusqu'à présent. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on a des activistes qui sont utilisés et qui sont au cœur pratiquement de notre machine pour avoir des informations de première main avec des personnes qui se permettent de donner des informations de première main qui sont au cœur de la machine militaire et politique. Alors, juge Boukma, le gouvernement qui quand même dans son communiqué a appelé les populations à la vigilance, notamment par rapport aux amalgames qui tendent à citer des noms comme le chef d'état-major général des armées ou encore l'ambassadeur du Burkina au Ghana. Oui, si ces noms-là sont mentionnés dans le communiqué, c'est qu'on est arrivé à un niveau de suspicion et de rumeur d'un tel niveau. Parce que c'est très fort quand même qu'on en vienne à ces accusations. Si un civil arrive à accuser un militaire, surtout un gradé, ou qui occupe des responsabilités, il va falloir qu'effectivement on sache c'est parti d'où. Donc le civil, lui seul, ne peut pas s'asseoir dans son salon et inventer ça. C'est venu certainement de certains circuits, de certains couloirs. Et pourquoi? Bon, on ne sait pas. Mais c'est pas rien. C'est pas aussi des rumeurs avec lesquelles il faut aussi prendre avec les pincettes. Mais maintenant, mentionner clairement que ces messieurs ne sont pas concernés, ça signifie également que l'auteur du communiqué sait de quoi il parle et que un travail de fouille minutieuse a été fait pour qu'on arrive à ce niveau-là. Donc ça, c'est le constat. Sinon, pourquoi ceux mêmes qui ont été arrêtés, on ne cite pas leur nom, mais on demande à l'opinion de disculper des gens. Mais dites le nom également de ceux puisqu'ils sont déjà aux arrêts. Et puisqu'il y a quelques semaines, des noms avaient été donnés. Voilà. Donc ils sont déjà aux arrêts. Oui, effectivement, le premier communiqué il y a quelques années, des noms avaient été donnés. Quelques semaines. Voilà. Et dans ce communiqué, j'ai dit les noms sont connus. Il y a des rumeurs, il y a des plateformes, vous tentez de vérifier, on dit c'est connu. Mais comme ce n'est pas officiellement annoncé, vous ne pouvez pas les citer. Voilà. Mais les noms sont connus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ou bien c'est parce que eux, ce sont des officiers supérieurs qu'il faut taire les noms. Alors que expressément, on dit à des gens clairement, par exemple, X et Y, non, ils n'ont rien à voir. Mais ceux qui ont à voir, pourquoi vous ne citez pas? Peut-être que ça peut faciliter des enquêtes. Ça peut permettre à des gens de dire, nous, on a suffisamment d'éléments. Si c'est un tel, la dernière fois, voilà quelques preuves qu'on peut ajouter. Mais on ne sait même pas c'est qui. En même temps, on demande de la collaboration, on appelle à témoin. Donc, franchement, d'un point de vue, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on garde ces noms-là jalousement et qu'on ne veut pas les afficher. Voilà. Maintenant,
J'ai dit, s'il y a des officiers qui sont incriminés et dédouanés, il faut clairement il faut s'interroger, parce que j'ai dit bien, un civil ne peut pas s'asseoir et imaginer, donc dans son imaginaire, qu'il y a un tel, il y a un, surtout que parmi les incriminés, il y en a qui ne sont même pas au Burkina. Et la fenêtre est toute trouvée pour aborder le second sujet de cette convocation du tribunal de l'actualité. Ce 30 septembre marque une année de gestion du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pays. Une année que le Burkina Faso et l'Afrique ont découvert le jeune capitaine de 34 ans. Déjà juge Vaha, qu'est-ce qu'on retient au plan sécuritaire de sa gestion? Ce qu'on retient sur le plan sécuritaire, moi je vais vous ramener peut-être au point que le ministre même en charge de cette question-là a eu à faire. Lorsqu'ils étaient évalués, ils ont été évalués par le Premier ministre. Est-ce que pour les autres on a eu des taux de, comment on appelle ça, il y a eu des taux d'exécution d'égalisation et d'exécution de leur feuille de route. Pour lui, il n'est pas revenu avec un chiffre quelconque. Il a dit, si vous voulez donner moi 1%, si vous voulez donner moi 10%, dans tous les cas, moi je... Le seul taux qu'on a eu, c'est celui qui a été donné par le Premier ministre devant la représentation nationale, 65%. Nous ne pouvons raisonner que sur l'empirique, parce qu'on n'a pas de points outre mesure qui nous sont faits. C'est sur l'empirique parce qu'on n'a pas aussi toute la mesure des choses. Ce qu'on sait, c'est les grands changements qui ont été apportés en termes de réorganisation, les brigades d'intervention rapide, les régions militaires, il y a beaucoup d'éléments qui ont été faits. On a vu aussi sur le traitement des VDP, on n'entend plus le bruit qu'on entendait avant sur la question de leur gestion et tout. On a vu, il n'y a pas longtemps, le point qui nous a été fait de presque 200 000 Burkinabés qui sont retournés chez eux. Ça, c'est des éléments de communication et de langage concret qu'on a eu. Maintenant, on entend aussi plein de Burkinabés se plaignent de ce que leur zone devient de plus en plus difficile parce qu'il y a la pression terroriste qui commence à gagner leurs portes. Donc, c'est dit que vous avancez ici et ailleurs aussi vous avez d'autres nouvelles. Donc, nous, ce qu'on a, c'est ce que je dis, ça reste encore qu'empirique parce que l'autorité sur la question sécuritaire n'a pas fait encore de vrais points. Ça, aujourd'hui, un an après, on n'a pas encore un vrai point, si ce n'est le point qu'on avait eu avec, je répète encore, le Premier ministre devant la représentation nationale. Alors que c'est la question première, c'est la question primordiale. Maintenant aussi, on est en guerre et on attend trop en termes de détails, c'est se risquer peut-être à s'exposer. On se rappelle sous Damiba, on l'a critiqué longtemps. Non, pourquoi est-ce qu'on ne communique pas sur les zones qu'on récupère et on réinstalle? Il a dit non, si on s'amuse à cela, je me rappelle, c'était même je pense que c'était à Kossiam, oui. On avait eu un échange direct, nous, journalistes et le président, il disait non, on ne peut pas s'amuser à cela parce qu'on fragilise nos positions et les hommes qu'on réinstalle. Mais il n'avait pas si tort que ça. Aujourd'hui, on est encore dans la même réalité. Parce que ça devient comment dire cela, ça devient alors une zone à abattre. Parce que ça devient parce que c'est pour vous un symbole de victoire, ça devient pour lui aussi un affront pour le terroriste. Et donc, ça devient une zone à abattre. Et vous exposez, outre mesure, les populations qui y sont. Donc, c'est dans ce dilemme-là un peu qu'on est. C'est dans ce dilemme-là qu'on est. Mais il y a une réalité, c'est que sur le plan sécuritaire, il y a une offre qui est vraiment différente. Il y a une volonté d'un président à faire une guerre. Ça, au moins, c'est clair. Il a envie de faire sa guerre, il se donne le moyen, il tape à toutes les portes aujourd'hui. Même sur les questions de partenariat, on voit comment ça a été diversifié parce que celui français, pour le régime actuel, n'est pas forcément la bonne option, y compris en termes de partenariat, même y compris en termes de présence, on a vu les choix qui ont été faits. Et donc, il y a quand même sur ce chapitre-là une logique, en tout cas pour ce qui est du capitaine Ibrahim Traoré avec lui-même. Il a dit qu'il veut faire sa guerre, il n'a jamais tourné là-dessus. Que ce soit sous Roch-Kaboré, on a vu que le Front Lannon ne comprenait pas grand-chose. Quand Damiba est arrivé, on s'est dit c'est un militaire. Lui-même, à un moment donné, il disait aux gens allez dialoguer. Mais apparemment, on dirait que l'État n'était pas forcément impliqué dans le dialogue, ce qu'il pouvait obtenir, ce que cette communauté-là pouvait obtenir avec
les personnes qui les déstabilisaient, bon, elles tentaient de les obtenir. Après, on a ouvert la question des gens de dialogue. C'était à ne rien comprendre. On n'avait pas l'impression que, bon, il y avait une guerre à faire. Mais dès que Ibrahim Traoré est arrivé, il a dit, lui, tant que tu as l'âme en face de moi, on va discuter avec des balles. Ça, il n'a pas tourné, il n'a pas tergiversé. Et jusqu'à aujourd'hui, cette posture au moins, il la maintient. Et il se donne les moyens d'aller franchement et clairement sur ce chapitre. Maintenant, est-ce que concrètement, sur le terrain, on est à un niveau très intéressant? Ça, le niveau, on ne peut en avoir parce qu'on n'a pas encore eu de bons points là-dessus. Ça, c'est vraiment mon sentiment. Vous ne pouvez pas confirmer que les lignes ont bougé? Non, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été faits. Il y a du bon. Il y a d'abord l'agnac dans notre réponse. On n'est plus attentiste. On voit évidemment les missions offensives qui sont menées avec des VDP et des militaires. Tout cela, on voit. Maintenant, dans quelle proportion? Parce que sous Roch, on était à combien? Quand il venait le prendre avec Damiba, on était à combien? Aujourd'hui, on est à combien? Je pense que c'est là qu'on peut, de façon scientifique, se dire voilà comment on a progressé. Maintenant, j'ai dit que ça n'est qu'empirique parce que ce que vous apprenez, le problème, c'est que vous n'avez pas le regard le plus large avec toutes les infos. Ça, c'est eux qui l'ont. Ils peuvent nous donner des proportions, mais jusqu'à présent, ils ne les donnent pas. Sinon, vous allez dire quoi? Qu'on a pris plus de territoire, mais quelqu'un qui est dans sa zone là-bas et qui voyait en tout cas plusieurs kilomètres qui pour lui n'avait pas de problème, où il pouvait partir à partir de son village et qui se sont obligés de quitter le village et peut-être dans le village voisin aujourd'hui. Quand vous allez dire que non, ça, il va dire mais celui-là, quand ils sont à Ouaga sur les plateaux, il n'est pas le hasard. Je n'ai pas toutes les clés pour dire que sur le plan sécurité, on est dans l'empirique. Alors, juge Bougma, le capitaine Ibrahim Traoré qui boucle une année à la tête du pays, il y a eu des acquisitions de matériel, il y a eu la création des brigades d'intervention rapide. Au plan sécuritaire, quelle est votre appréciation durant ces une année? Bon, au plan sécuritaire, le premier indice qui est clair, c'est, comme l'a dit Juva, c'est l'éveil de l'esprit du combat. Donc, vraiment aller affronter l'ennemi. Ça, cet esprit, dès les premières heures, il n'a pas fait mystère de ça. Et après, il y a l'organisation qui s'ensuit. Donc, avec la création des BIR, alors qu'avant, on avait des GARCI qui avaient été formés et équipés sous l'impulsion de l'Union européenne. Donc, il y a eu les BIR qui ont été créés. Et ensuite, il y a eu le recrutement massif des VDP au plan local et au plan national. Donc vous avez des VDP estampillés national et des VDP estampillés local, dont d'ailleurs les contrats sont en train de tirer à leur fin parce que c'est un an renouvelable. Donc les contrats des VDP. Donc il y a cette organisation-là. Et sur le plan équipement aussi, il y a eu un effort qui a été fait en termes d'équipement, que ce soit le dispositif aérien ou que ce soit les armes pour les combats au sol. Et c'est ce qui fait que le Burkina s'est orienté aussi vers des pays qui facilitent pour avoir suffisamment de facilité dans l'acquisition des armes. Même si là le ministre Bassoma Bazia à la tribune des Nations Unies a dit que même avec ça, c'est bloqué parce qu'il s'était retourné vers le Brésil, mais il y a certaines composantes qui ne relèvent pas sûrement du Brésil. Il y a donc ce travail d'organisation, ça, il y a eu comment on appelle ça, des faits. Voilà. Au début, lui-même, par moment, avait du temps pour aller sur le terrain. Et on se rappelle du discours de fin d'année à Solenzo, qui était une localité symbole. La récupération de Solenzo, où il a tenu son discours, était une localité symbole, parce que c'était une province qui était aussi tombée en son temps entre les mains des groupes armés terroristes, et c'était très 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 compliqué. Donc sur ce plan, en tout cas, il y a eu un effort qui a été fait. Des bases de terroristes ont été également détruites, et aussi sur le plan sécuritaire, par rapport à la mobilisation des ressources, ça a changé. Et là, effectivement, le citoyen paye cher maintenant. Parce qu'on est revenu chercher à l'interne des ressources, des niches fiscales, des produits qui ont été maintenant taxés, de l'argent qui était ajouté pour l'effort de paix. Ça,
ce travail-là de mobilisation de ressources conséquentes pour le front, ça a été fait. Et il y a eu de l'engouement aussi. Donc là, ce sont les faits de façon résumée que je peux, sur le plan sécuritaire, ce que je peux résumer. Par rapport à à l'an 1 du président Traoré. D'accord. Alors, juge Vaha, au plan diplomatique, des dénonciations d'accord à l'expulsion de certains diplomates, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, je crois aussi que la diplomatie, elle a découlé aussi des postures et des choix dans le combat même. Pour ce qui est de Ibrahim Traoré. Il y a eu une évolution également. Oui, il y a eu un changement. Maintenant, quand vous regardez, un changement de cap. Et le changement de cap, c'est quoi? Le président a toujours dit, on va compter sur nos propres forces pour faire ce combat-là. Et puis, il y a eu la déduction de l'échec de la présence étrangère au Mali. Et le président a dit, moi, mais Wagner, ça sera nos propres forces, les personnes qui accepteront de venir combattre aux côtés voilà, tous ceux qui sont burkinabés, qui veulent rejoindre les rangs, c'est eux là les Wagner. C'est ce qu'il avait dit depuis le départ. Et donc, dans sa logique, évidemment, derrière, la diplomatie aussi a suivi. Il y a eu le débat demandé de la force qui était ici, les forces françaises. Là. La force Sabre. Voilà, Sabre, on leur a demandé de gentiment partir. Et ça, forcément, ça a fâché dans les relations avec la France qui était déjà un peu tendue. On a avec la question de l'ambassadeur et même un peu plus récemment des attachés de défense. Donc ça, c'est des éléments qui sont allés un peu crescendo parce que depuis, le capitaine Ibrahim Traoré a voulu faire sa guerre avec seulement les Burkinabés. C'est comme ça qu'il a entrevu la chose. S'il devait avoir un accompagnement, en tout cas, il y a des besoins qui sont exprimés en armement, il y a un accompagnement financier, ça peut se faire. Mais ceux qui doivent combattre sur le sol burkinabé, c'est d'abord les Burkinabés eux-mêmes. Et là, peut-être dans le point dont vous parliez tout à l'heure, la question sécuritaire, il y a ça aussi qu'il a réussi. C'est ce talent populaire-là dans l'engagement pour la guerre qui est en train d'être menée. Il a dit, j'ai une guerre à mener. Maintenant, une guerre, ça se fait avec les moyens et ça se fait avec les hommes. Et ça, il a pu construire un sentiment qui fait que le Burkinabé est enclin soit à participer, c'est-à-dire à donner, à contribuer pour l'effort de guerre ou à s'engager. On a vu comment les enrôlements là, pour être VDP, ça a été des plus épousés parce que les gens sont venus nombreux. Moi, j'ai vu des vieilles dames, j'ai vu des messieurs d'un certain âge venir se faire enrôler. Vous vous demandiez, mais est-ce que cela peut faire quelque chose encore au fond? Mais ils ont juste appris que, quel que soit où vous êtes, comment vous êtes, vous pouvez apporter quelque chose. Ils sont venus se faire enrôler. Mais ça, dans un pays qui est en guerre, ça devrait être une logique. Donc ça, ce sentiment-là, c'est quelque chose qu'il a réussi. Et maintenant, ceux qui ont accepté d'y aller en tant que VDP, il y a un traitement, en tout cas, qui est beaucoup plus positif que par le passé. Pour revenir à la question de la diplomatie, tout est allé donc avec ces choix-là. Ceux à qui il a demandé de l'aide pour pouvoir faire sa guerre et qui ont rechigné à pouvoir apporter quelques contributions, que ce soit se disant qu'il y a la question des VDP qu'ils assimilent à des milices, toutes ces diplomaties-là aussi ont été peintes. Et elles ont vu la croix se poser sur elles. Et ça a été comme ça. Et dans notre diplomatie, on a l'impression aussi qu'on est un peu binaire, c'est-à-dire que vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, il n'y a pas de grille. Et il n'y a pas de... c'est-à-dire on n'est pas dans de la diplomatie d'ici. Voilà, on a des objectifs, ceux qui peuvent nous accompagner, ok, ceux qui ne peuvent pas nous accompagner, ils nous laissent tranquilles. Et en même temps, il y a ce revirement-là qui nous amène vers des partenaires nouveaux, mais dont on attend encore le concret de la contribution. On entend plus parler de la Russie, du Venezuela, de la Turquie. Si, mais pour moi, c'est des partenaires qui nous permettent sûrement d'acquérir des armes, d'acheter. Parce que c'est toujours des relations commerciales, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. C'est d'abord des relations commerciales. Maintenant, dans ces relations-là, puisque c'est beaucoup plus militaire, c'est ça qui est le problème. C'est un peu difficile d'avoir un point
du fruit d'une coopération lorsque de prime abord le rapport premier est militaire. On ne va pas vous dire ce qu'on a pu acquérir et tout. On a vu le président faire des sorties pour présenter du matériel acquis. On a vu le ministre Bassolman Bazier parler aussi du matériel acheté, mais qui est bloqué parce que certains pays nous mettent les bâtons dans les roues. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir sûrement des points positifs dans ce revirement-là, avec des possibilités d'achat de matériel, d'achat d'armement. Maintenant, tout aussi n'est pas forcément que guerre. Peut-être ça aussi, c'est la réalité de l'an 1. Sinon, sur ces chapitres-là, c'est difficile d'aller chercher le président Ibrahim Traoré dans des insuffisances. C'est-à-dire qu'on est sur des éléments de choix et de posture qui sont assumés. Maintenant, après, ça a les conséquences que cela a. Mais quand on regarde en face, c'est des gens qui sont prêts à assumer ça. D'accord. Alors, juge Bougma, après une année de gestion, que retenez-vous de la diplomatie burkinabé sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré? Sur le plan diplomatique, le Burkina a revendiqué le droit et la liberté de choisir avec qui tenir des relations, avec qui demander quoi, en toute liberté, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, et d'opérer et d'assumer ses choix. Voilà. Donc ça a été clairement exprimé. Sur le plan diplomatique, le premier fait, c'est quand le Burkina a dit que l'ambassadeur en poste qui était là n'était plus un interlocuteur fiable. Et donc, autrement dit, les autorités burkinabées disent que celui qui représentait la France à Ouagadougou n'est plus fiable à ses yeux. Donc il fallait naturellement changer. Effectivement, quand on a suivi le discours de Bassolman au niveau de la tribune des Nations Unies, ça laisse percevoir un pan de ce qu'il y avait comme relation, parce qu'il dit ouvertement que la France a tenté d'imposer un premier ministre et des ministres. Mais ça vient corroborer les faits qui avaient été relatés par Africa Intelligence, qui citait et qui disait que Paris était d'ailleurs fâché contre son ambassadeur, qui non seulement n'a pas pu faire voir venir le coup d'État contre Damiba, et deuxièmement n'a pas pu avoir de l'influence sur les jeunes pour faire plier sur un certain nombre de choses. Donc déjà ça c'est... Voilà. Donc ensuite il y a eu, avec le système des Nations Unies, les bras, à un moment donné il y a eu ce bras de fer par rapport au PAM pour la distribution de produits. On a vu que c'était compliqué, et l'expulsion de Barbara Manzi, on a vu ces choses-là. Mais maintenant on est parti véritablement à une offensive diplomatique vers des pays qui n'ont pas forcément de l'argent pour nous, qui n'ont pas forcément du matériel pour nous, mais qui peuvent nous donner du conseil, qui peuvent nous donner de l'orientation. Et ces pays, il y en a. D'accord. Donc vous ne pouvez pas compter sur le Nicaragua pour avoir de l'argent, sur Cuba pour avoir de l'argent, non. Mais sur le plan de la coopération, dans le domaine militaire, même dans le domaine sanitaire, vous savez qu'il y a eu plusieurs délégations de Cubains qui ont séjourné dans certains hôpitaux au Burkina pour des missions de soins. L'hôpital, au niveau de l'hôpital régional à Koudougou, c'est un des hôpitaux qui bénéficiait de l'appui des Cubains pour les questions de soins et tout. Donc, il y a ces plans de la coopération que vous pouvez avoir des éléments concrets, beaucoup plus concrets, même dans le domaine de l'agriculture, pour vous aider à booster l'économie agricole. Vous savez que le président a lancé son initiative sur ce plan-là par rapport à la saison agricole, qui devait mobiliser près de 1000 militaires et tout pour les champs par rapport à la saison qu'il avait donnée, avec des prévisions de plus de 193 et quelques mille tonnes à atteindre, si je me rappelle bien des chiffres. Donc, mais il y a des pays sur lesquels aussi vous pouvez compter pour avoir de l'argent et des armes. Donc je pense qu'on a voulu jouer, on a voulu jongler sur les deux. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir un tel pays peut nous apporter quoi. Quand vous partez là-bas, c'est quoi il peut nous apporter? Mais il y a d'autres pays également qui peuvent apporter de l'influence, parce que sur le plan de la diplomatie, l'influence est pour beaucoup. Il y a des pays, si vous êtes avec eux, c'est comme quand on était tous enfants. Il y a toujours un corps, quand vous êtes à ses côtés, vous parlez comme vous voulez. Et quand toute l'école ou tout le quartier sait que vous êtes le bon petit de tel grand frère, personne ne vous touche. C'est une garantie. Sur le plan des États aussi, il y a de ces alliances-là, c'est en réalité pour ça. Donc pour se mettre sous la coupe de ces États, pour que ça puisse être également des effets de dissuasion, parce que derrière, il y a soit une puissance
militaire, soit il y a des personnalités, il y a des individus, comment on appelle ça, c'est un État taxé de nuisible, donc les gens se font attention, il est avec tel... Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a ouvert plusieurs fronts diplomatiques, Brésil, Nicaragua, Corée du Nord, Venezuela, Iran, Cuba. Bon, je pense que c'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Donc, sur le plan diplomatique, cette diversification, c'est pour répondre à ça. Chaque pays, chaque partenaire a un domaine clé avec lequel on veut. C'est comme ça que je prends les choses. Si c'était pour aller chercher de l'argent et des armes, il y a des pays vers lesquels on n'irait pas. On ne nous a pas trop senti bouger à l'intérieur de l'Afrique. Certains auraient aimé nous voir aller aussi vers le Rwanda, par exemple. Non, à l'intérieur de l'Afrique, je suis d'accord effectivement avec vous que en ce qui concerne la coopération sud-sud, on est moins enclin à le faire. On est plus enclin à le faire avec les autres pays hors du continent. Ça peut s'expliquer par l'expérience, la taille, la puissance militaire ou financière de ces pays. Mais maintenant, revenant au cas africain, effectivement, en dehors du... parce qu'on partage les mêmes réalités, Mali, Burkina, Niger, ajouté à la Guinée, qui est un pays dirigé également par quelqu'un qui a fait un coup d'État. Donc, on a des réalités, des réalités communes par rapport à ceux qui dirigent ces pays-là. Sauf la Guinée, qui a un militaire qui a fait un coup d'État, mais dont les réalités internes sont différentes des nôtres. Mais maintenant, vis-à-vis des pays africains, mais c'est délicat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un espace commun d'abord, la CEDEAO, qui a bandé les muscles vis-à-vis des pays qui ont fait un coup d'État et qui nous regardent, et qui a une force en attente qu'on active que quand on veut réinstaller un ancien président. Vous pouvez compter sur un tel instrument et avec des pays qui partagent des frontières avec vous, mais qui depuis des années ne partagent pas votre façon de faire, ou vous jettent des pots de banane parfois. Quand on a vu les sorties de Bazoum qui n'étaient pas tendres vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Burkina, c'est compliqué. Maintenant, ces mêmes pays-là, après, il y a les autres pays qui ne sont pas dans notre espace commun, comme la CEDEAO, mais qui siègent au niveau de l'Union africaine, qui a aussi pris des positions. Donc, à moins de s'afficher, de prendre une posture comme l'Algérie au Niger ou au Mali, mais l'Algérie aussi, c'est pas un petit morceau. Donc, les pays dont vous parlez là, qui peuvent afficher leur soutien à des gens qui ont fait coup d'État. Regardez d'abord, est-ce que le président lui-même, il est serein en fonction de comment lui gère son pays? Est-ce qu'il ne peut pas avoir des ennuis? Donc, il y a ça d'abord. Est-ce que sur certaines questions, ces pays-là même sont sûrs d'eux-mêmes en termes de pouvoir apporter un soutien? Mais je suis d'accord que ça n'empêche pas que nous partions vers eux pour dire, bon, écoutez, on commerce ensemble, on vend ensemble, on a besoin de soutien. Je pense que c'est à nous aussi de faire le pas. D'accord. Il y a aussi le plan politique. Les choses avaient pourtant bien commencé avec la série de rencontres avec les partis politiques initiées par le capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'on retient une année après au plan politique? Bon, juste petite parenthèse avant de venir sur la question de coopération. Mais vous avez vu, on avait un petit trio d'abord, c'était Mali, Burkina et puis Guinée. On a vu comment les Guinéens ont réagi sur la possibilité d'une fédération comme l'annonçait le Premier ministre. Et puis sur certaines autres questions, ils ont très vite dit, attention, il ne faut pas leur affaire de terrorisme va venir nous... C'est ce qu'ils ont dit. Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup lu ça. Et même le président guinéen, après, vous avez vu qu'il était très distant de nos objectifs. Maintenant, à la faveur du coup d'État au Niger, on a eu des rapprochements nouveaux. Donc ce qui explique, pour moi, ce qui explique qu'on ne soit pas, on n'a pas de bon rapport avec les autres, c'est ce qui explique qu'on ait de bons rapports avec tous ceux qui ont fait le coup d'État. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 40 lectures à faire. Je ne pourrais pas un président élu et qui va recevoir dans ses palais un autre président qui vient en tenue militaire sans qu'il pense que ça va donner une idée à celui qui est en train de lui assurer sa sécurité. Donc ça, c'est une vérité, ça tombe sous le sens. Pour revenir sur la question que vous posiez, politique, bon, ça aussi c'est l'un des points de non-satisfaction, quoi qu'on dise aussi, de cette gestion-là pendant une année. J'ai dit, il y a beaucoup de questions. Oui, mais attention, quand vous dites que ça avait bien commencé, et mettez cela d'abord, c'est pas parce qu'on reçoit des hommes politiques que ça commence bien. Depuis Damiba, ça a commencé aussi comme ça quand il recevait les hommes politiques. Le discours a toujours été, c'est à cause de vous qu'on est dans ça. C'est vous qui nous avez mis dans ces problèmes. C'est eux qui sont
aujourd'hui le mouton noir et qui sont la cause de toutes nos plaies. Alors que quand on veut regarder aussi dans le rétroviseur, et regardez très bien le nombre de présidents militaires qu'on a eu. Si c'est les politiques seulement qui nous ont mis dedans, moi je me dis que c'est que vraiment on n'a pas bien lu notre histoire. Ça, si vous voulez me contredire, je pense qu'on peut bien faire le débat. Donc c'est trop réducteur. C'est-à-dire prendre la partie Roch-Kaboré pour justifier tous les maux du monde et puis les mettre sur les politiques. Je pense que c'est un peu trop réducteur. Et ce rapport-là, pour moi, il n'a pas évolué positivement. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti la confiance donnée à ces acteurs-là. Quoique, eux aussi ne soient pas simples. Ça, j'en conviens. Mais je crois aussi que lorsqu'on partait à la question de la charte, c'est des gens dont on a voulu la présence. Ça veut dire qu'ils sont une composition de notre société. Et quand on va vouloir revenir à l'ordre normal, je le dis toujours, ceux qui vont compétir, c'est eux. Donc, si vous faites tout ce travail-là pour qu'il y ait une saine compétition, pourquoi est-ce que les acteurs ne sont pas mis à l'aise dans le débat qui devrait y avoir? Et il n'y a pas que l'acteur politique. Quand vous regardez, peut-être qu'on n'a pas trop le temps, mais les politiques, ils savent comment ils sont gérés. Les organisations de la société civile, c'est réducteur de dire que parce que les gens arrivent à se réunir, disent-ils de façon spontanée à certaines places, donc ça veut dire qu'on peut de façon libre se réunir et dire non. C'est seulement ceux qui sont d'accord qui peuvent sortir et parler. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Ça, c'est pour moi, parce que on dit la vérité naît de la contradiction. Si vous n'acceptez pas la contradiction, qu'est-ce qui prouve que vous êtes dans la vérité? Donc, pour moi, ça, c'est un mauvais point. Même quand vous prenez le cas de la justice, on a eu le cas emblématique de la dame, l'affaire de la guérisseuse. Ça, c'est un os qui est resté en travers de la gorge de la justice, ça, c'est clair. Parce que les choses sont très mal passées. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des moments, des points forts. Il faut qu'on ait aussi le courage de dégrainer aussi les points où on pense qu'il y a du travail à faire. Je parle de justice, on a entendu parler de beaucoup d'enlèvements, avec des points de presse qui sont faits pour réclamer et savoir où se trouve X, où se trouve Y. Ou même des personnes qu'on retrouve, mais qui disent « Ah, écoutez, j'avais été pris ici, c'est ceci, c'est cela. » Ou bien des personnes qu'on recherche, dont les familles se demandent où ils sont, et puis après on fait une communication pour dire « Se trouve dans tel commissariat ou dans tel... » Il y a un problème. Et je crois que même quand vous avez un problème avec votre voisin, celui qui vient le régler, c'est la justice. Il y a des moyens qui sont connus, écrits, légaux. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, des pays organisés qui ont des règles. On ne peut pas régler ces éléments-là dans d'autres canaux. C'est être en porte-à-faux avec la loi. On ne peut pas porter des cagoules, venir prendre quelqu'un comme on veut. Et ça, c'est des éléments sur lesquels je pense qu'il y a des efforts à faire. Parce que qui aime la transition doit pouvoir dire certaines vérités pour que elle puisse s'acheminer jusqu'à son terme. C'est ça la proposition constructive. Il y a des éléments qui sont majeurs et qui sont positifs. Il y a des éléments sur lesquels, pour moi, il y a des efforts encore qu'on doit faire. D'accord. Alors, je vous demande très rapidement, au plan politique, qu'est-ce que vous retenez? Bon, c'est là qu'il y a quand même un effort à faire. Parce que même les partis politiques, aujourd'hui, vous prenez les leaders politiques, il y en a qui ne peuvent même plus aller même dans leur village. Certains, c'est le chef-lieu de région ou bien de province qui craint d'être pris là-bas ou bien de ne pas y arriver. Donc ça, c'est déjà compliqué. Donc les hommes politiques même ont intérêt à ce que la situation soit bien pour qu'ils puissent faire campagne sereinement. Donc aujourd'hui, tout leur est empêché, même le fait de pouvoir se réunir. À tel enseigne que quand on a commencé à faire bouger les lignes sur le plan du dispositif électoral, ils ont dit « Ah, c'est difficile. Parce que si nous nous réunissons, les mêmes là peuvent venir nous soulever. Maintenant, comment est-ce qu'on peut vous donner aussi une contribution si on ne réunit pas nos militants? C'est un choix qui est difficile. Donc, ce n'est pas possible. Et les partis politiques, tout comme les organisations de la société civile, sont concernés par un seul et même communiqué. C'est le communiqué numéro 3, qui jusqu'à présent maintient les partis politiques dans le silence et puis me permet à certaines organisations de la société civile de faire des manifestations. Maintenant, si la précision avait été donnée, que si vous partez à l'encontre, voilà. Mais voyez-vous, les partis politiques, il y en a qui ont tenu leur BPN et qui ont été avertis. Il y en a qui ont demandé la permission de faire et on a dit, qui ont informé qu'ils vont tenir, on a dit non, vous ne le faites pas. Le résultat de course, bon. Alors que, par exemple, les BPN, c'est dans une salle fermée.
ce n'est pas une marche-meeting, c'est dans une salle fermée, et puis c'est pour prendre des décisions sur la vie du parti, prendre des initiatives sur la vie du parti. Si le parti politique même veut soutenir de façon officielle et engager ses militants à soutenir, il faut le faire à travers cette rencontre-là pour avoir un son à l'unisson. Malheureusement, c'est très difficile. Alors qu'on a aujourd'hui des intelligences là-bas, on a aussi besoin d'hommes là-bas, d'hommes et de femmes pour pouvoir avancer. Mais jeter l'opprobre sur le politique seul, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que nous sommes dans une situation où notre pays a été compliqué par 3 entités. Les militaires, les hommes politiques et les organisations de la société civile. Pour ceux qui suivent l'histoire récente du Burkina Faso, ce sont les 3. Alors, nous sommes en fin d'émission, mais je vais accorder 30 secondes à chacun pour réagir par rapport à un autre sujet qui est quand même important. Comment est-ce que vous appréciez en 30 secondes la collaboration entre le régime de transition et les médias? Ça aussi, c'était un autre point. Mais c'est un peu difficile, hein. C'est un peu difficile parce que j'ai l'impression que le caractère partenariat n'avait pas été bien vu, tant et si bien qu'il y a eu beaucoup de suspicions et elle dure. Vous regardez, le ministère de la Communication s'est mué aussi en CSC sur cette décision. Donc ça veut déjà tout dire. Ça veut dire que le CSC, quand vous regardez, si on était dans des moments assez clairs, il y a des décisions qui incombaient au CSC. Pourquoi est-ce que c'est le ministre qui le prend? C'est que le CSC a hésité. Et on sait que le CSC, il se penche sur des éléments concrets qui sont de l'ordre de notre métier. Maintenant, quand le ministère le prend, ça veut dire que là on est dans la posture politique sur certaines situations. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des médias qui ont eu maille à partir pour leur traitement, pour voilà, leur façon d'être critique. Mais ça, pour moi, on est dans un pays où on est encore en train de chercher à avoir la lumière sur le cas Norbert Zongo. Donc c'est un pays qui a lutté pour avoir une certaine liberté. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Mais ces rapports-là, il faut de la confiance. Il faut de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on s'assoit ici à Ouagala, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des militaires qui sont au front qui évitent à ce que les terroristes là descendent par ici. On n'a pas intérêt à saper ça, cette dynamique-là. Donc on travaille, on a un destin commun. On a un destin commun. On a une vision commune des choses. C'est-à-dire l'intérêt là, c'est sauver le Burkina. Et comment? Évidemment, ce que nous pouvons faire, nous, quelquefois, c'est la critique objective, je le précise. C'est la critique objective, mais il faut que ce soit une oreille aussi sensible qui l'accepte. Et ça, je pense que c'est des éléments qu'il faut accepter. Il ne faut pas seulement écouter celui qui vous caresse. Il faut accepter d'écouter celui qui vous dit la vérité. Maintenant, je conviens qu'il y a des égarements qu'il ne faut pas avoir. Même le métier ne le permet même pas. Mais donc, on a une presse qui est quand même assez responsable. Je pense que nous sommes plus des partenaires. Si nous regardons ainsi, ça va changer beaucoup de choses. Pour l'instant, je pense que là-dessus, c'est pas encore simple. D'accord, nous sommes pris par le temps. 30 secondes pour vous également. La collaboration entre le régime de transition et les médias, juge Boukman. Vouloir qu'il y ait une relation, donc c'est-à-dire un fleuve tranquille, comme un fleuve tranquille, entre la presse et un pouvoir, c'est un rêve. Ça ne viendra jamais. Même dans les régimes démocratiques où après les élections tout va bien, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a des niveaux, vous allez égratigner celui qui au pouvoir ne va pas aimer. Mais maintenant, c'est quand ça atteint certaines proportions qu'effectivement ça devient compliqué. Et là, depuis Damiba jusqu'à maintenant, en conseil des ministres ou en rencontre au palais, c'est quelques rares rencontres que les médias peuvent participer. Tout le reste, on vous envoie. Même des éléments du front. Ça, c'est deuxièmement, le climat n'est vraiment pas au beau fixe parce que entre les organisations professionnelles des médias et les gouvernants actuels, ils sont vraiment à côté tirés sur un certain nombre de choses. Les Burkinabés ont vraiment pris goût pour la liberté. Et beaucoup ont payé cher pour cette liberté. Ce qui fait qu'ils gardent ça, les Burkinabés gardent jalousement. Alors, ce qu'il faut améliorer, je pense que c'est il y a un problème, il y a une crise de confiance. Donc, dès lors que des médias sont stressés et des journalistes sont stressés et font l'objet de menaces par des personnes parfois identifiées clairement et que la justice ne s'en auto-saisit pas, ou bien que force n'est pas donnée pour que la justice puisse le faire correctement,
effectivement, il y a un problème. Alors que ces menaces viennent parfois des cercles du pouvoir. Et c'est la fin de cette 5e convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Merci aux équipes techniques de réalisation. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.